Mon corps était comme une enveloppe, comme ça. Et puis, il y avait quelque chose qui sortait du corps. Et j'allais au-dessus de moi. Et je me souviens, j'étais très conscient. Je dis, ah, mais dis donc, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et après, je dis, ah, mais je ne veux pas y aller trop loin parce que je sentais que mes pieds étaient au-dessus de moi. Je dis, ah, mais il ne faut pas que je retrouve, que j'oublie où est-ce qu'il faut re-rentrer pour que je puisse revenir dans mon corps. Je me suis retrouvée comme dans un cosmos, avec toutes ces étoiles, couleurs différentes. Et je me suis retrouvée là, avec aucun bruit, silence total. J'ai vu tout un panorama avec des êtres qui se déplaçaient. Quand un d'entre eux est sorti du groupe pour s'approcher de moi, j'étais ravie, quoi. Je me suis dit, ah, ben, il va peut-être y avoir un échange, une communication qui va se faire avec lui. Et puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voyage entre deux mondes, universel et décrite à travers les âges, les expériences de mort imminente fascinent et dérangent. Depuis les années 70, face aux innombrables témoignages, des scientifiques tentent toujours de percer cette énigme. Nous sommes dans la région de Reims. Véronique a rendez-vous avec son généraliste. Il a fallu qu'une relation de confiance s'établisse pour qu'elle lui raconte son vécu extraordinaire, son expérience de mort imminente, qu'on appelle EMI. C'est arrivé suite à un anévrisme, l'occlusion d'une veine au cerveau. Bonjour. Bonjour. Héliportée d'urgence, elle a passé 12 jours dans le coma. Je me réveille à l'hôpital avec une sensation bizarre, c'est de se regarder. Et en fait, moi je suis à côté. C'est-à-dire que vous avez vu de l'extérieur ce qui se J'étais passait. à l'extérieur de mon corps. Je me suis vue moi, j'ai vu plein d'appareils. Et ensuite, il y a une... J'appelle pas ça une lumière, moi j'appelle ça une clarté. Mais quelque chose qui est très clair, très clair. Et on a envie d'y aller, quoi. Parce qu'on sait qu'on va être bien. C'est très doré, ça scintille énormément. Et puis surtout, c'est que on voit des ombres, quelques ombres qui apparaissent, qui disparaissent, des voix. Mais des voix douces, c'est tout le temps en douceur. Alors que de l'autre côté, on entend quand même des choses brutales, un ciseau qui va tomber, un cri parce qu'il faut perfuser. Et vous avez les deux sensations. C'est ça qui est surtout impressionnant. Donc, si je comprends bien, c'était comme deux mondes mondes qui se chevauchaient. Qui se chevauchent, voilà. Ayant vécu une EMI, Véronique est ce qu'on appelle une expérienceur. Aide à domicile, elle n'en avait jamais entendu parler, ni du phénomène de décorporation avant que cela ne lui arrive. Il n'y a pas d'image, il y a des ombres, mais pas de personnes visibles. Mais vous les reconnaissez, vous les entendez. Pour moi, c'était des défunts. C'était ma grand-mère avec qui j'étais en fusionnel et c'était mon papa que je venais de perdre il y avait, je crois qu'il y avait à peine 3 ans. J'avais l'impression que ma grand-mère, elle voulait surtout que je comprenne que c'était pas maintenant, qu'il fallait repartir. Qui sait ce qui serait arrivé après? Est-ce que si on rentre plus dans la lumière, est-ce que c'est là que c'est la mort en fait, c'est fini? Je sais pas, mais bon, on est revenu. Vous me paraissez déçu. J'aimerais bien retourner de temps en temps. J'aimerais bien. Le temps a passé. Pourtant, son voyage au limbe de la mort l'interroge encore. J'ai assisté à ma propre résurrection, renaissance. C'est un peu extraordinaire. Hein. Est-ce que ça peut exister? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on sort de son corps? Mais qu'est-ce qui sort de notre corps? Est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est je sais pas, quelque chose qui sort et qu'on se voit? Ce que vous avez vécu, ça porte le nom d'expérience de mort imminente. Oui. Une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose de réel qui existe. Et ce qu'on est certain aussi de par la recherche scientifique à l'heure actuelle, c'est que ce ne sont pas des hallucinations. Vous n'êtes pas folle, vous n'avez pas rêvé. Ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est pourquoi ça survient. Pourquoi et comment.
Le docteur François Lallier est un spécialiste des expériences de mort imminente. Il a osé consacrer sa thèse de médecine à cette thématique inhabituelle et a obtenu les félicitations du jury, couronnant ainsi le sérieux de sa recherche et marquant l'évolution des mentalités sur cette question. Le nombre de personnes qui a vécu cette expérience de mort imminente est effectivement énorme. Et selon les études, effectivement, aux États-Unis, on s'était rendu compte que c'était peut-être 5% à peu près de la population. C'était sur des études des années 75. En Allemagne, on s'est rendu compte que c'était 4% à peu près. Moi, mes propres travaux sur des patientèles de médecine générale adulte montraient 4% aussi. Et c'est vrai que, par exemple, en France, ça représenterait en gros la population de Paris intramuros, qui aurait vécu ça. C'est-à-dire que toute personne a dans son entourage une personne qui a vécu une expérience de mort imminente. C'est obligatoire. Mais par contre, tout le monde ne le dit pas. Et comme c'est un tabou, bien souvent, les gens ne sont pas au courant. Et je pense que c'est ça qu'il faut absolument faire, c'est dédramatiser cette expérience et en discuter. C'est important pour vous de pouvoir en parler à votre médecin? Oui. Oui, ça a été important parce que c'est la première personne qui m'a écoutée. Alors qu'avant, on m'avait jugée. On m'a souvent dit que j'étais folle. Quand on est mort, on est mort. Quand on est vivant, on est vivant. Mais on ne peut pas être mort et vivant en même temps. Est-ce que vous êtes convaincu que cette patiente a fait une expérience de mort imminente ou il pourrait y avoir un doute? Quel est le distinguo avec une hallucination mystique, avec des rêves? Alors les éléments déjà du discours, parce que les expériences de mort imminente sont caractérisées par un certain nombre d'items, comme la vision d'une lumière, lumière qui est perçue comme très souvent éclatante mais non éblouissante, c'est un peu le paradoxe. Ça va être caractérisé aussi par la vision de proches décédés, la revue de vie, tout simplement aussi la vision de son propre corps, de l'extérieur, et surtout une sensation de paix, de bien-être extrêmement importante, une perte d'une notion du temps. Il peut y avoir aussi une sensation de tout connaître, de tout comprendre sur le monde, sur la nature, etc. Donc il y a vraiment des items qui sont assez précis, qu'on retrouve dans les échelles. En 1983, le psychiatre américain Bruce Greyson a été le premier à créer une échelle, c'est-à-dire un système pour évaluer les EMI. Professeur à l'Université de Virginie, il est un des spécialistes de renommée mondiale. Constitué d'une série de questions, cet outil permet de déterminer s'il s'agit bien d'une expérience de mort imminente. En voici quelques exemples. Vous êtes-vous senti séparé de votre corps? Vous a-t-il semblé entrer dans un autre monde, un monde immatériel? Avez-vous vu des scènes du futur? Les chercheurs considèrent qu'il faut atteindre un score minimum de 7 sur 32 pour confirmer une EMI. Nous sommes à Liège, au Coma Science Group, l'un des 2 plus grands centres universitaires de recherche en Europe sur les EMI. Ici, l'équipe utilise cette échelle pour leurs études scientifiques. Ils ont d'ailleurs récemment rajouté de nouveaux critères, le caractère ineffable de l'expérience et les émotions négatives. À la tête de ce laboratoire, le neurologue Stephen Lorais tente d'élucider le mystère de ce qui se passe dans le cerveau pendant une EMI grâce à la technologie moderne. C'est fascinant de voir comment, quand on fait un arrêt cardiaque, qu'il n'y a plus d'apport sanguin, il peut néanmoins y avoir ces perceptions, ces émotions tellement intenses et détaillées. Pour le moment, ce qui se passe dans le cerveau, lors d'une expérience de mort imminente, personne ne le sait. On essaie juste d'avancer dans un domaine compliqué en écoutant les personnes et puis en faisant nos mesures sans grand a priori dogmatique. C'est-à-dire que toutes les personnes ici au CHU de Liège qui survivent les soins intensifs, on va poser la question, est-ce que vous avez eu des souvenirs? Et si oui, on va aller vraiment essayer de mieux comprendre et alors au plus vite faire des images avec ces super machines qui nous permettent de mesurer peut-être des petites cicatrices et de tester nos hypothèses. Découvrir des traces dans le cerveau suite à une EMI, c'est ce que traque le professeur Lorais. Car impossible de poser des électrodes quand une personne est en urgence vitale, c'est toute la difficulté de la recherche dans ce domaine.
Cependant, différentes études internationales arrivent à la même conclusion. 10 à 15% des personnes qui ont survécu à un arrêt cardiaque ont le souvenir d'une EMI. Des chiffres confirmés par les récents travaux du docteur Lallier. Ma thèse a innové dans le sens où, moi, mon but a été d'explorer les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux des patients, les médicaments qu'ils prenaient avant, pour voir si on ne pouvait pas trouver une explication sur leur état de santé antérieur. Avec comme postulat de départ que si jamais on considère l'expérience de mort imminente comme étant une hallucination, probablement on trouverait plus d'expériences de mort imminente chez les gens qui avaient des antécédents psychiatriques, une maladie psychiatrique. Si l'expérience de mort imminente est une anomalie électrique, une crise d'épilepsie, on trouverait probablement plus de personnes qui ont vécu cette expérience dans les gens qui ont des problèmes neurologiques. Donc c'était le postulat de départ. Ce que j'ai réussi à montrer, c'est que c'était l'inverse. C'est-à-dire que les personnes qui avaient des antécédents psychiatriques et neurologiques avaient tendance à vivre moins d'expériences de mort imminente que les personnes qui n'en avaient pas. Donc en fait, l'explication vis-à-vis de ces antécédents, elle serait peut-être là, c'est que ça viendrait altérer la capacité du cerveau à se souvenir de l'expérience. Ainsi, ni les médicaments ni les maladies psychiatriques ne sont à l'origine du phénomène. De plus, il faut un bon fonctionnement cérébral pour se souvenir d'une EMI. Au terme de son étude, le docteur Lallier en est arrivé à émettre une hypothèse totalement interpellante. Une des suppositions et une des conclusions de ma thèse, c'est que tout le monde vit une expérience de mort imminente lors d'un arrêt cardiaque. Mais tout le monde ne s'en souvient pas. Par exemple, les enfants ont une capacité de mémorisation qui est exemplaire comparée à des personnes qui sont plus vieillissantes. Et on constate dans les arrêts cardiaques qu'environ 60% des enfants se souviennent de leur expérience de mort imminente à la suite de l'arrêt cardiaque, alors que c'est que 15% des adultes. Vous avez bien entendu, les enfants sont 4 fois plus nombreux à avoir des souvenirs d'EMI. Lucas fait partie des adultes qui s'en souviennent. À 45 ans, il a survécu à la foudre. Sa femme et lui se rappellent de l'accident. J'ai rassemblé les photos. Il y a même un article de journal. Un homme survit à la foudre. Et c'est toi. Tu te souviens? Un lieu magnifique. Ça, c'est la lampe qui n'a pas reçu la foudre et puis celle qui l'a reçue. Ouais. Il y a du feu. Hein. Puis les traces là au plafond, tout est fondu. Ouais, c'était... Quelle chance que le chalet n'a pas pris feu. Hein. J'étais avec la famille sur un alpage à 2200 mètres d'altitude, dans Val d'Hérence. Et puis, c'était le soir, il y avait un orage qui est arrivé. Et on sentait que c'était vraiment un orage assez conséquent. Et en fait, il y a l'éclair qui est tombé devant le chalet. Puis étant donné que j'étais dans l'ouverture de la porte, il m'a chopé au passage. Et donc, j'étais foudroyé. Elena qui crie « Papa, papa !» Là, je vois qu'il est par terre. D'abord, j'ai cru qu'il faisait de l'imbécile, mais j'ai vite compris que c'était autre chose. D'abord, voir s'il respirait un petit peu, il respirait un tout petit peu. Après, je sais pas pourquoi j'ai levé les pulls. Puis là, j'ai vu la foudre qui était dessinée sur le... Et j'ai compris qu'on a reçu la foudre et puis qu'il y a eu comme une explosion et puis qu'il était brûlé. Alors, je savais pas du tout si le cerveau fonctionnait encore, hein, mais en tout cas, il respirait. Non, il était bien loin, bien loin. Lucas a été dans le coma pendant quelques 30 minutes. Il a fallu 2 heures avant que les secours n'arrivent et qu'il ne soit téléporté à l'hôpital de Sion. Et puis, il est parti dans une mini petite alouette de nuit. Il est parti, puis après... Après, on s'est tous serrés dans les bras. On a pleuré. Entre la vie et la mort, Lucas touche au nirvana, alors que sa famille est éplorée. C'était il y a 24 ans, pourtant les souvenirs de son EMI sont intacts, une des particularités bien connues du phénomène. C'est comme si je plongeais dans un bain de particules scintillantes, comme ça.
des atomes qui brillent, mais qui sont toutes en harmonie les unes avec les autres, mais qui n'avaient pas de dimension, il n'y avait pas de dimension, il n'y avait pas de poids, il n'y avait pas de haut en bas, il n'y avait pas le ton, mais tout était en harmonie, tout était en connexion, tout était interconnecté. Et puis je voyais une petite silhouette de barque qui avançait dans ce monde, et je sentais que ce bateau qui était légèrement dessiné, qui était aussi particules, qui était en lien avec ces autres particules qui étaient autour. Il y avait une espèce d'harmonie, une espèce de paix extraordinaire, il n'y avait pas de dualité, il n'y avait pas le moi. C'était que, je pense, ma conscience qui était allée dans ce lieu-là. C'est très difficile à imaginer parce que nous, on vit dans le temps, on vit dans la dimension, on a un corps, et tout ça, ça n'existe plus. Et c'est que particules. Et c'était un souvenir extraordinaire parce que c'était vraiment un bonheur comme je n'ai jamais vécu. C'était parfait, quoi. Certains ont l'expérience d'une frontière à ne pas dépasser. Pour d'autres, il ne faut pas franchir le fleuve qui sépare le monde des vivants de celui des morts, comme dans la mythologie. Et là, il y avait quelque chose qui s'était passé. Cette barque, elle avançait comme ça, qui était lumineuse comme ça. Il y a une barque qui était venue de ce côté-là. Elle était noire. Et puis elle s'est essayé de s'accrocher à celle-là. Il y avait une espèce de lutte pour s'accrocher. Puis d'un coup, ça s'était passé après. Et puis ça m'a tiré en dehors de ce monde lumineux de particules. Donc il y a eu réellement une lutte pour me réintégrer dans le corps, pour que je ne parte pas, probablement, peut-être définitivement. C'est quelque chose de fort là, que j'ai vécu, parce que je n'ai jamais vécu un sentiment aussi puissant d'harmonie, et puis de cet autre monde qui est tellement différent de la nôtre. Je dis, waouh, là il y a quelque chose qui est super, quoi. Si chaque EMI est unique, de nombreux éléments sont récurrents, comme une sensation de bien-être jamais connue auparavant. C'est seulement le lendemain que la famille de Lucas peut le retrouver à l'hôpital. Celui qui s'occupait de Lucas, c'était un ami. Donc j'ai dit, je viens voir Lucas. Ah, c'est ton mari? On ne sait pas pourquoi il est vivant, mais en tout cas, c'est un rescapé, ou comme on dit. Ouais. Sacrée aventure, hein? Ouais. Brûlé et le corps gonflé, Lucas passe plusieurs jours aux soins intensifs. Quand il rejoint finalement sa famille au chalet, il expérimente une sensation inédite jusqu'alors. Le soir, quand j'étais couché dans le lit, je me souviens que je suis ressorti de mon corps. Je dis, ah, mais c'est incroyable. J'ai réessayé un petit peu. Donc, je fais un peu ce passage de sortir et de rentrer. Et en même temps, je me dis, tiens, il y a l'ouverture je sais pas, de la fontanelle, je ne sais pas quoi, qui s'était fait, qui était encore là. Et je me dis, ouais, je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, je ne veux pas abuser de la situation. Hein. Mais je sentais que j'étais fragile. Il y avait quelque chose que j'étais lié avec un autre monde. La décorporation, c'est-à-dire la capacité de sortir à volonté de son corps, paraît se développer chez les expérienceurs, passant de 8% avant une EMI à 49% après. Lucas mettra plus d'une année à se remettre physiquement de ses brûlures et de son EMI, car ces sensations étranges ont perduré longtemps. Je mettais par exemple la main ici sur mon sternum comme ça. C'était comme si j'étais à côté de moi. Je n'étais pas dans mon corps. Comme s'il y avait deux corps qui étaient là. Et donc il me fallait une grande volonté mentale
pour accepter ce décalage entre mon corps physique et le corps, ce sentiment de décalage, d'être en dehors de mon corps. Et puis moi, j'étais allé voir un peu la médecine traditionnelle. Ils disent, ah, prenez des médicaments, prenez des... Et puis je dis, non, je ne veux pas prendre des médicaments. Désemparé, Lucas va voir une infirmière magnétiseuse. Quand j'étais allé la voir après l'accident, elle m'a tout de suite dit, oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes complètement en dehors de votre corps. Et j'ai dit, oui, je le sais, je le sens. Puis il dit, écoutez, je vais essayer de vous remettre. Et puis je suis allé 3 ou 4 fois chez elle. Et je sentais que les 2 corps, ils se remettaient un sur l'autre. Jusque j'étais de nouveau bien. Après, j'ai pu lui dire, ah oui, super, cette chose-là qui était à côté de moi, il est de nouveau dans mon corps. Cette expérience de partir dans cet autre monde, en tout cas pour moi, elle était toujours plus forte que tout le reste qui est arrivé. Si je peux m'approcher le plus possible de cette lumière, de ces sentiments, de ces... Je ne sais pas si c'est comme des atomes ou des particules et tout ça, avec mon art. Donc après, je me dis, si je travaille avec le feu. Artiste plasticien, Lucas n'a eu de cesse depuis son EMI de tenter de reproduire dans ses œuvres la lumière qu'il a expérimentée. En quoi cette description de cet ailleurs, c'est différent d'un rêve ou d'une hallucination? Peut-être c'est du même ordre. Mais l'évocation est tellement puissante, elle est tellement forte qu'il y a des rêves qui partent. Mais là, il y a quelque chose qui est vraiment marqué. C'est ça en moi, c'est dans mes cellules, c'est omniprésent. Il y a quelque chose qui survit, il y a quelque chose qui est inaltérable. Les chercheurs ont identifié que les souvenirs DMI diffèrent des souvenirs réels ou imaginaires, car l'intensité demeure. Ils sont plus riches en émotions et informations sensorielles. Rien à voir avec la confusion et l'agitation des hallucinations provoquées par un manque d'oxygène. Dans le monde des scientifiques, le phénomène des expériences de mort imminente est mal perçu et souvent dénigré. Pourquoi une telle défiance ? C'est un tabou dans la communauté scientifique parce que c'est quelque chose qui n'est déjà pas compris. Dans le monde scientifique, on n'aime pas ce qu'on ne comprend pas. Et encore pire, je pense, dans le milieu médical. Mais on est formaté comme ça dans nos études. Et c'est un tabou parce que aussi ça touche peut-être à des dogmes religieux. Puisque la sensation de bien-être qui est vécue dans l'expérience de mort imminente, la lumière, les êtres de lumière, des fois le monde un petit peu paradisiaque qui est vécu renvoie au paradis. Certains patients vont dire avoir rencontré Jésus, avoir rencontré Dieu, avoir rencontré Allah, avoir rencontré peu importe la personne. Et ça, le problème, c'est que ça braque beaucoup de médecins. Parce que pour eux, les expériences de mort imminente viennent des religions. Mais toutes les études s'accordent à dire que, quelle que soit la croyance de la personne, tout le monde vit une expérience de mort imminente et à la même fréquence. C'est-à-dire que la religion n'explique pas ce facteur. Cardiologue néerlandais, Pim van Lommel est la référence mondiale sur les EMI. Il a publié en 2001 une étude incontournable dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet. À l'époque, sa recherche a bouleversé le milieu médical car elle démontre que l'on peut être conscient pendant une période où toutes les fonctions cérébrales ont cessé. C'est un peu par hasard qu'il s'est intéressé au phénomène. Il est jeune médecin en 1969 quand les réanimations cardiopulmonaires commencent à être pratiquées. J'ai suivi un patient qui avait eu un arrêt cardiaque. Après plusieurs défibrillations, il est revenu à lui. L'équipe de réanimation et moi étions très heureux, c'était tout nouveau pour nous. Mais le patient semblait, lui, très déçu de se réveiller. Il nous a parlé d'un tunnel, de lumière, de musique et de paysages magnifiques. C'était bien avant la terminologie bien connue aujourd'hui de NDE.
C'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser, parce que nous avions toujours appris à l'université que la conscience était le résultat du fonctionnement cérébral. Donc, ça devait être impossible d'avoir une expérience de conscience élargie en étant inconscient, en raison d'un manque de circulation sanguine et d'un manque respiratoire. Les personnes en arrêt cardiaque sont en mort clinique. Si on n'entame pas la réanimation dans les 5 à 10 minutes, elles meurent. Il s'agit là de la première étape du processus de mort. Sa curiosité aiguisée, 20 ans plus tard, Pim van Lommel met sur pied la première grande étude prospective, c'est-à-dire sur le long terme en comparant 2 groupes de patients. Il a suivi 344 survivants d'arrêt cardiaque pendant 8 ans. En 1988, nous avons commencé une étude prospective dans 10 hôpitaux hollandais pour rechercher si nous pouvions trouver des explications aux causes et au contenu des Near-Death Experience. Nous avons découvert que 18% des patients ont rapporté avoir vécu une NDE. Ce n'était pas le cas pour 82%. Nous avons alors comparé les 2 groupes, ceux qui avaient des souvenirs de NDE et ceux qui n'en avaient pas suite à leur arrêt cardiaque. Nous avons comparé la durée des arrêts cardiaques. 2 minutes ou 8 minutes, ça ne changeait rien. La durée d'inconscience, 5 minutes d'inconscience ou 3 semaines de coma, cela n'avait pas d'incidence. Une réanimation cardio-pulmonaire simple ou compliquée avec intubation et beaucoup de médicaments, pas de différence non plus. En d'autres termes, la gravité du traumatisme et des lésions n'est pas ce qui détermine la survenue d'une EMI. Et ce n'est pas tout. Dans notre étude, nous avons pu exclure le manque d'oxygène au cerveau, l'anoxie sévère comme explication d'une des causes de NDE, car il n'y avait pas de différence entre les 2 groupes. Comment pouvez-vous être aussi affirmatif qu'il ne s'agit pas de rêve ou d'hallucination? Eh bien, pour avoir une hallucination ou un rêve, il faut un cerveau qui fonctionne. Or, durant un arrêt cardiaque, le cerveau ne fonctionne plus. Ainsi, par définition, ça ne peut pas être une hallucination, une illusion, un délire ou un rêve. Dans son étude, Pim van Lommel a aussi pu mettre en question les causes souvent invoquées, les endorphines, l'adrénaline, les neurotransmetteurs, le gaz carbonique, car aucune de ces hypothèses n'explique intégralement le phénomène. Les expériences de mort imminente peuvent se produire à l'occasion d'accidents, d'accouchements difficiles, de noyades, de longues maladies ou encore d'opérations qui tournent mal. C'est ce qui est arrivé à Patricia il y a 16 ans. Mère de 5 enfants, cette jurassienne qui a les pieds sur terre est à la tête d'une entreprise qu'elle dirige avec son mari. À 39 ans, alors qu'elle subit une intervention chirurgicale banale, elle a une réaction allergique mortelle et fait 2 arrêts cardiaques. Elle sera mise 5 jours en coma artificiel. Denis, son mari, nous raconte comment les médecins lui annoncent que tout ne se passe pas comme prévu. J'entends et je finis par comprendre qu'il y a eu quelques petites complications. Et à un moment donné, c'est plus que ça. Je comprends que c'est intense puisqu'on m'annonce que ma femme est décédée. Je me suis retrouvée très bizarrement au-dessus de mon corps. Et là, je me suis vue pour la première fois, reconnue, parce que il m'a fallu un temps de reconnaissance, et je me suis vue totalement branchée, intubée, mais je me suis bien reconnue. Et je me suis vue pour la première fois, mais dans un drôle d'état. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et là, le temps que je me dise ça, eh bien, j'étais déjà partie ailleurs. J'ai revisité et revu toute ma vie en boucle. Je survolais cette vie. Donc, comme si on me montrait en film ma vie. Et là, en fait, je suis partie à un autre endroit. J'étais énergie. J'étais en fait une étoile. Et j'étais tellement sereine, tellement bien. Je vivais l'espace.
j'étais l'espace, j'étais le cosmos. Et là, je me suis retrouvée en train d'être aspirée par une lumière qui s'est imposée à moi, comme si je remontais du fond d'une piscine. On remonte et j'étais aspirée avec une ouverture du cœur, mais une dimension d'amour inconditionnel. Je dirais inconditionnel puisque tout ce que je sentais était sans condition. C'est de la magnificence. On n'arrive pas trop à exprimer. Ça devient des superlatifs quand on veut parler de ce ressenti et de cette rencontre avec cette énergie d'amour. J'ai entreaperçu des formes longilides qui étaient très lumineuses, avec comme des aubes. Je voyais pas leur tête, mais j'ai vu leurs ailes, des énormes ailes, et qui m'ont dit « Tu ne dois pas rester, tu as beaucoup de choses à faire, tu dois repartir. » Et quand j'ai entendu « repartir », en fait, on m'a pas donné le choix. On m'a pas donné le choix. Et toute cette communication, elle était en télépathie. Et quand j'ai entendu repartir, eh bien, je étais carrément réaspirée dans mon corps. Un corps qui était déjà gonflé. Donc le cœur s'était arrêté, était sous adrénaline. Et là, j'ai eu l'impression de rentrer dans une boîte d'allumettes. J'ai eu très mal. C'était violent. Violent de revenir d'un espace d'amour illimité où l'énergie est tellement subtile, il n'y a rien de grossier, tout est lumineux, tout est là. Et puis revenir dans un corps qui était mal en point, et puis c'est réducteur, de la place très réducteur. Donc du coup, je me suis sentie mal en venant, c'est vrai. Mais ce qui a été après assez impressionnant, c'est le moment où on m'a annoncé qu'en fait, elle était revenue à la vie. Qui comprenait pas. En fait, on m'annonce la fin, puis ensuite on me dit désolé, mais on comprend pas ce qui s'est passé. Elle est revenue à la vie. C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle qui m'a été annoncée en même temps, me dit on ne devrait pas non plus trop vous réjouir. Vous pouvez vous attendre à de grosses séquelles, du genre quelqu'un qui savait l'état de légumes, en gros, c'est ce que ça voulait dire. Il y a un moment donné, je veux tester. Je mets mon doigt dans sa main et je lui dis Patricia, si tu m'entends, serre mon doigt. Donc il me prenait la main et je l'ai entendu me dire c'est Denis ton mari, est-ce que tu me reconnais? Puis je me suis dit mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Bien sûr que je le reconnais. Alors là, c'est la plus belle des scènes de tout. Hein. Je me souviens quand je sens sa main qui serre mon doigt. En fait, j'ai l'impression que, en fait, c'était le retour. En fait, c'était ça. Ils n'ont pas, a priori, dit une seule fois que j'allais pouvoir vivre normalement. Donc c'était assez intéressant, troublant. En tout cas, ça a été pour moi une épreuve inoubliable. C'est une forme de démonstration que dans la vie, il y a des choses qui peuvent dépasser l'entendement, mais que malgré tout, ça existe. Santé bonheur à tous les présents et ceux qui sont absents. Santé bonheur. Vous entendez, hein, tous ceux qui sont morts de soif. Hein. Le professeur qui est venu après dans ma chambre m'a dit en fait, évidemment que vous nous avez fait très peur et vous pouvez dire que vous êtes une miraculée. Voilà. Au Coma Science Group, où les récits de milliers d'expérienceurs sont analysés, ce type de vécu incroyable qui touche aux frontières du réel sont très nombreux. Ces personnes qui nous racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu et qui
n'est pas compatible avec les lois de la physique, de la biologie. Ils ont traversé des murs, rencontré des personnes décédées. Pour moi, le défi, il est là. C'est d'être plus attentif à la phénoménologie. Il n'y a que la personne qui l'a vécu qui vraiment sait ce qu'elle a vécu. Et puis, quand même, ça c'est les scientifiques en moi, de faire ces mesures objectives. Ce qui est clair pour moi, c'est qu'on a sous-estimé ce qui se passe dans le cerveau, dans l'esprit de quelqu'un qui est dans une situation d'inconscience, qui ne répond plus, qui peut être dans le coma. Et donc là, les machines, les IRM, les EEG, le PET scan, nous donnent une valeur ajoutée. Moi, au bord du lit, je suis limité. Et donc, c'est utile de voir qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau et comment faire des corrélations entre ce que la personne vit et ce qu'on mesure. Il y a quand même quelque chose qui est important de comprendre, c'est qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, dire quand se produit l'expérience de mort imminente au cours d'un arrêt cardiaque. Est-ce que c'est juste avant que le cerveau s'arrête électriquement? Est-ce que c'est pendant que l'électroencéphalogramme est plat? Est-ce que c'est juste après? On n'a pas encore vraiment suffisamment de preuves pour situer précisément cette expérience. Votre expérience de mort imminente, est-ce que ça pourrait être un rêve? Non, je pense pas que ça soit un rêve. Je pense que, en fait, c'est une réalité d'un vécu qui est totalement vrai. C'est ma vérité. C'est absolument pas imaginaire. Cette expérience de mort imminente, c'est l'expérience de ma vie, bien sûr. Puisque j'ai touché l'essentiel, l'amour. L'amour. En fait, c'est ça que j'ai touché. Vraiment. Je suis désolée. L'émotion ravivée à l'évocation du Néhémie est emblématique et les chercheurs tentent de faire le pont entre ces récits remplis de superlatifs et leurs mesures scientifiques. On arrive à expliquer des fois des bribes d'expériences de mort imminente. La sortie de corps, effectivement, quand on déclenche le lobe temporal, les gens ont l'impression de se voir de haut, même si ce n'est pas tout à fait la même vision. Le manque d'oxygène, effectivement, peut expliquer des fois la vision un peu d'un tunnel, la lumière, le champ de vision qui se rétrécit. Généralement, quand il y a un manque d'oxygène, on est aussi confus, c'est-à-dire qu'il y a une sensation d'être embrouillé, etc. Alors que dans les expériences de mort imminente, on a une sensation vraiment extrêmement de lucidité, de clarté, qui n'a rien à voir. Donc, on en est, je pense, au début de la recherche là-dessus. Donc, il faut encore avancer. Mais on ne peut pas réduire l'expérience de mort imminente à une seule cause. Laurence, militaire de carrière, était une sportive d'élite. À 22 ans, elle a vécu une EMI considérée très complète. C'était suite à un grave accident de ski. J'ai fini ma glissade dans un arbre. Très rapidement, j'ai eu la sensation de douleur et de froid. Et je suis sortie de mon corps tout à fait spontanément. Je me suis dit, tiens, si j'allais voir en haut de l'arbre. Et donc, juste avec l'intention, je me suis retrouvée au sommet de l'arbre. Et j'avais la même vue qu'une caméra pouvait avoir depuis le sommet de l'arbre. Et puis voir mes camarades pisteurs qui se sont approchés. Et puis au moment où l'un m'a touchée, je suis redescendue en catastrophe, on va dire, parce que le contact physique m'a obligée à revenir dans le corps, quoi. Laurence était très gravement accidentée. La boîte crânienne fendue de part et d'autre, des fractures de la jambe, du bassin et des lésions à la colonne vertébrale. À l'hôpital, ces sensations extraordinaires se poursuivent. J'ai senti que je maîtrisais plus rien, quoi, que ça, voilà, là, ça allait repartir. Et de là, effectivement, j'ai vu tout un panorama avec plein de choses insolites. Il y avait une forme voilà, d'émerveillement, puis de gourmandise, d'aller au-delà. Par la diversité des êtres qui étaient là-bas, des couleurs, des sons aussi à certains moments. Finalement, quelque chose dont j'avais jamais fait l'expérience ailleurs. Voilà. Un des êtres qu'elle voit s'approche et l'emmène dans une niche pour assister à une projection.
D'abord, j'ai vu la Terre en petite orange dans l'espace, puis progressivement, elle a grossi, et puis le zoom a continué jusqu'à partie d'un continent, et puis d'un pays, etc., jusqu'à une cour dans une petite ville, quoi, pour faire apparaître une maman qui était assise sur le perron. Et soudainement, le bébé a ouvert les yeux. Et là, quand le contact visuel s'est établi, j'ai su que ce bébé, c'était moi. Et donc, il y a eu une espèce de surprise de me voir bébé, quoi. Et donc, la projection s'est poursuivie et j'ai pu voir, en fait, toute ma vie en rétrospective jusqu'au moment de l'accident, au pied de l'arbre. Voilà. Et ça vous a fait quoi comme sensation de voir se dérouler de votre vie? C'était un peu désagréable dans le sens où la projection avait la particularité de me faire me rendre compte de comment mon comportement a eu des effets négatifs dans mon entourage, quoi. À 22 ans, je n'avais pas eu l'impression que mon comportement ait été préjudiciable véritablement à des tiers, quoi. Et en fait, si. Et donc, ça m'a un peu contrarié comme cette affaire. Si le monde scientifique reconnaît l'existence du phénomène des EMI, la controverse porte sur les hypothèses pour en expliquer les causes. On va dire qu'il y a deux grandes théories, si on les sépare en deux. Les théories qu'on appelle matérialistes, c'est-à-dire qui vont partir du principe que l'expérience de mort imminente tire son origine d'un problème cérébral, d'un problème à l'intérieur du cerveau, quel qu'il soit, et les théories qu'on appelle non matérialistes, qui vont partir du principe que l'expérience de mort imminente est une preuve que la conscience survit après le corps, en dehors du cerveau, et que le cerveau jouerait ce rôle d'émetteur-récepteur avec la conscience qui serait toujours en permanence à l'extérieur du corps. L'hypothèse d'une conscience délocalisée, c'est-à-dire extracorporelle, serait, selon les non-matérialistes, la seule qui pourrait expliquer l'entièreté du phénomène des EMI grâce à la physique quantique. Cette hypothèse révolutionne les mentalités. Pour moi, la science, c'est de n'exclure aucune hypothèse tant qu'on n'a pas de preuves fondamentales en la faveur d'une théorie précise. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas tranché, on doit continuer d'explorer. Et est-ce que votre expérience s'est arrêtée là ou il y a une suite? Non, c'était le début d'une grande aventure parce que j'ai passé 4 mois dans le coma. Et effectivement, au fil du temps, dans ce séjour ont été inclus des périodes de soins, on va dire, où je devais aller, le guide m'amenait dans un lieu particulier qui était dédié à la réparation, puisque assez rapidement, le guide m'a dit que je repartirais. Et donc, pour repartir, il fallait être en état physiquement, intellectuellement, voilà. Et donc la réparation s'est faite à la fois là-bas et dans les hôpitaux et cliniques où j'ai été amenée. Outre la guérison, Laurence a eu accès à une connaissance universelle. Cet élément fait partie des spécificités reconnues qui qualifient une expérience de mort imminente. Le guide, donc mon interlocuteur habituel, m'a dit que ici je pouvais rencontrer des êtres qui pouvaient répondre à toutes sortes de questions. Voilà. Et donc, comme j'avais un naturel assez curieux, je me suis dit, non mais c'est carrément génial ici. on peut à peu près tout savoir, voilà. Et puis un être est venu et il a effectivement répondu à mes questions, sans détour, de façon très pragmatique. Au-delà, on va dire, des dogmes, des aspects culturels, idéologiques et religieux. J'ai rencontré tant de personnes qui ont eu une NDE. J'ai reçu des mails du monde entier, 10 000 mails du monde entier, émanant de personnes qui partageaient leur expérience avec moi et leur transformation. Alors je connais ces changements. Certains m'ont aussi fait part de leur capacité à guérir. Cela ne me surprend plus. J'étais surpris il y a 30 ans, je ne le suis plus aujourd'hui. Un des aspects très importants des NDE, c'est l'aspect véridique des décorporations. C'est ce qu'on appelle la corroboration. Il y a eu des études où les patients ont raconté précisément ce qui était arrivé pendant leur arrêt cardiaque.
Récemment, un livre a été publié avec plus de 100 cas de patients dont les perceptions véridiques ont été corroborées. Il a ainsi été prouvé qu'étant dans un coma profond ou sous anesthésie générale, ils se sont vus en dehors de leur corps et ont aussi vu la réalité qui se passait autour d'eux. Le récit de Laurence touche aussi au paranormal. Pendant son EMI, alors qu'elle était dans le coma, elle a rencontré un défunt qu'elle ne connaissait pas, le père d'un camarade d'école. Il lui a livré un petit nom affectueux, utilisé dans la famille, Choupette. À sa sortie d'hôpital, Laurence croise le jeune homme avec qui elle était en classe. J'avais envie de le revoir, ce jeune, et puis surtout lui dire que j'ai eu cet échange avec son père, ce qui est quand même assez insolite. Finalement, je lui ai dit, c'est que j'ai été dans le coma, voilà, après un accident de ski. Il me dit, oui, j'en ai entendu parler. Et puis je lui ai dit, là-bas, j'ai rencontré des êtres dont j'ai eu contact avec certaines personnes qui ont été décédées, quoi. Et il me dit, oui, il paraît qu'on peut avoir des contacts avec des défunts. Et puis je lui dis, une des personnes, c'était ton père, quoi. Il m'a parlé de ton frère et de ta sœur, et puis de votre intimité et de sa choupette. Et puis là, au moment de prononcer le mot, il ouvre quand même les grands yeux, et puis il me dit, comment tu sais ça? Alors je dis, je sais ce que je suis en train de te dire, c'est ton père qui m'en a parlé, quoi. Et puis il y a eu un moment d'hésitation, et puis il me dit, ah oui, quand même. Et il y avait certainement un autre questionnement, mais où il n'a pas osé le formuler ou autre, et puis il s'est refermé et il a dit, il faut que je prenne mon train. Enfin, manifestement, je l'ai quand même un peu ébranlé, le pauvre. Cette anecdote troublante est significative, car l'information rapportée par Laurence a été corroborée par un tiers. Ce type d'expérience est typique des EMI. Quand on parle d'un sujet qui touche éventuellement un peu peut-être au paranormal, à la religion, etc., des choses comme ça, du coup, un scientifique n'aime pas ça, parce qu'un scientifique se base sur les preuves. Et pourtant, les preuves, elles sont là. C'est-à-dire que les preuves, elles sont là, c'est les discours des patients, c'est ce qu'ils vivent, on sait que ça existe, on sait maintenant que c'est pas des hallucinations, etc. On a un réel phénomène à explorer, et les patients, en plus, ont tout intérêt à ce qu'on s'intéresse à ce phénomène-là, parce qu'ils le vivent souvent mal. Alors, est-ce qu'on a obtenu des images? Oui, certainement. Est-ce qu'on a compris le phénomène? Non. Je pense que tant qu'on n'a pas compris ce grand mystère qu'est la conscience humaine, je resterai prudent. Et personne ne peut expliquer l'expérience de mort imminente qui, pour moi, sont présentées de manière un peu trop noir-blanc. J'y crois pas. Je trouve que ça mérite un peu plus de curiosité. C'est ça la recherche, la vraie. C'est essayer de vraiment repousser les frontières de notre connaissance. Peut-être mieux dire de notre ignorance. Mon message, ça serait plutôt de continuer à étudier ce phénomène tout en étant tous réunis et arrêter de se batailler sur l'origine intracérébrale ou extracérébrale. Moi, j'accompagne les patients au quotidien et je les suis tout au long de leur vie. Et je pense qu'il est du rôle du médecin généraliste d'aborder cette expérience telle qu'elle a été vécue par les patients, quelles répercussions ça a sur leur vie et de lever ce tabou si la personne est prête à en discuter. Il a fallu du temps à Véronique pour trouver un véritable interlocuteur. Inquiet de ses propos, son précédent généraliste l'avait envoyé consulter un psychiatre. Et j'ai failli me retrouver en psychiatrie. Hein. Ah oui. Déjà, je suis tombée sur un médecin qui, n'y croyait pas du tout, déjà, qui n'avait jamais entendu parler de ces choses-là. En fait, ces choses-là, pour lui, c'était des choses que les gens inventaient quand ils avaient des problèmes de folie. Donc pendant 2 ans, il m'a mis sous traitement. En fait, c'était pas ça qu'il me fallait, c'était pas du tout ça. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Il fallait une écoute. Et par contre, quand j'ai rencontré le docteur Lallier, il m'a dit « Non, vous n'avez pas de problème de folie ou quoi que ce soit, non. Vous n'avez pas besoin de ces médicaments-là. » Aujourd'hui, ça représente quoi, cette expérience que vous avez eue? J'ai changé. J'ai énormément changé. Je me sens plus détendue. C'est un apaisement que j'ai chez moi. Je n'étais pas croyante et j'y suis pas plus aujourd'hui.
Je ne pense pas que c'est une histoire de religion. Je pense surtout que c'est une histoire d'amour. Je ne suis pas comme les personnes qui disent oh, « j'ai vu Dieu ». Non, je n'ai pas vu Dieu, moi. Moi, j'ai vu ma grand-mère et mon père. Est-ce que votre vision de la mort a changé? Ah oui. Ah oui, j'ai pas peur. J'ai plus peur. Dans mon esprit, maintenant, je sais que voilà, on part, mais pour autre chose. Voilà. C'est pas douloureux, en tout cas. Pien van Lommel est le premier à avoir étudié sur le long terme l'évolution des patients qui avaient eu une crise cardiaque avec et sans EMI. Dans son article publié dans le Lancet, il constate de grandes différences entre ces deux groupes. La transformation que nous entendons habituellement, les gens n'ont plus peur de la mort. Ils sont convaincus qu'il y a une continuité de la conscience après la mort. Ils ont une nouvelle perception quant à ce qui est important dans la vie, à savoir l'amour inconditionnel, la compassion, l'empathie envers soi-même, envers autrui, envers les animaux, les plantes et la nature, parce qu'ils sont connectés. D'ailleurs, les NDE sont aussi appelées les expériences d'unité, où vous vous sentez connecté à tout et à tout le monde. Lucas, qui a eu la vision d'une barque pendant son EMI, a fait des recherches dans les musées et les bibliothèques. Il s'en est inspiré dans son travail artistique qu'il présente à une amie. En fait, c'est une barque pour aller dans le au-delà. J'ai trouvé ça autour du monde, partout. Chez les Égyptiens, chez les Papouas-Nouvelle-Guinée, en Grèce, en Irlande du Nord, et en Afrique, en Amérique du Nord, chez les Indiens. J'ai trouvé vraiment partout ces illustrations. Donc c'est quelque chose, un patrimoine qui nous appartient, à l'humanité. Cette expérience-là, il m'a donné la certitude. Ça m'a donné un calme, une tranquillité, une sérénité. Ça m'a un peu plus connecté encore avec ça qui m'entoure. Bien sûr, les gens ils diraient que c'est une expérience mystique, spirituelle. Mais on n'a pas besoin de faire une église, on n'a pas besoin de faire une religion, on n'a pas besoin de... Il suffit d'aller dehors, dans la nature, de regarder qu'est-ce qui se passe. Et puis on a l'image de cette chose extraordinaire qui se concrétise, qui se matérialise dans la nature. Vous avez touché à quoi? Au sacré, je pense, quelque chose de sacré. Malgré toutes les recherches au niveau mondial, les expériences de mort imminente demeurent pour l'heure un mystère de l'humanité.